bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour la première réunion de 2021 de la communauté M-Tourisme de Télécom Valley. Tout d'abord, je tiens à présenter tous nos intervenantes, intervenants et spectatrices, spectateurs nos meilleurs vœux au nom de la communauté pour la nouvelle année, en espérant que déjà d'un point de vue social, elle soit plus riche que 2020, qu'on puisse se retrouver physiquement plus souvent. 2020, on a réussi quand même au niveau de la communauté à faire de belles choses, malgré la crise sanitaire. On a fait beaucoup de choses en distanciel, mais en visio, mais on a réussi à faire une réunion, la réunion rebond touristique, avant l'été, à organiser 2 tables rondes pour la 10e journée M-Tourisme, et également plusieurs petites réunions tout au fil de l'année. Donc 2021 commence et nous souhaitons pour notre communauté mettre cette nouvelle année sous le signe du support du numérique pour la relance du secteur de la mobilité et du tourisme. Et donc pour cette première réunion, Jean-Bernard et moi-même, on a tenu à laisser la parole à nos partenaires institutionnels qui vont en fait nous exposer leur vision de 2021. Et l'objectif, en fait, c'est qu'ils ou elles puissent nous présenter en fait leurs attentes vis-à-vis du numérique au profit de leur futur plan d'action. Donc, je tiens à remercier par avance nos intervenantes, notre intervenant, et qui ont répondu à notre invitation pour cette première réunion. Et je vais tout d'abord laisser la parole à Claire Béard du comité régional du tourisme. À toi, Claire. Merci. Merci Romain, merci Jean-Bernard pour l'invitation. Bonne année à tous. On place beaucoup d'espoir que rapidement on puisse avoir des perspectives de relance de notre économie touristique. En tout cas, on continue, nous, à s'y préparer. À préparer notre plan d'action, à préparer le contenu et envisager justement toutes les actions qui en découleront. Aujourd'hui, le ciblage, c'était vraiment sur numérique et tourisme, vision et plan d'action. Pour faire juste un petit bilan, c'est vrai que on se retrouve dans un autre contexte cette année à nouveau. Sur le bilan de 2019, on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais on sait que quand même, on a perdu beaucoup de clientèle étrangère. On est arrivé à 37% de clientèle étrangère, soit 2 millions de séjours étrangers pour la Côte d'Azur contre 5 à 6 millions les années précédentes. La part de l'aérien a fortement chuté. On n'est plus qu'à 16% du total des séjours. Et puis, on a un recul de la consommation touristique colossal. Donc, sur la France, les chiffres qui ont été annoncés, c'était un recul de 41% de consommation touristique en 2020, 61 milliards d'euros. Pour la Côte d'Azur, on est de l'ordre de 3 milliards d'euros. Donc le contexte est posé. Pour 2021, Atout France a communiqué sur un rebond de 25% comparé à 2020, plus 48% pour la clientèle internationale et plus 16% pour la clientèle domestique. Donc nous, c'est vrai que dans le plan d'action 2021 du CRT Côte d'Azur France, l'idée de départ, c'est vraiment de continuer à capitaliser sur le marché domestique, tout en maintenant une grande réactivité sur les marchés européens de proximité dès que ça sera possible, dès que les frontières se réouvriront et dès que des protocoles sanitaires seront clairs au niveau notamment de l'Europe. Ceci dit, on prépare le contenu, on prépare les messages, on prépare avec nos partenaires les différentes campagnes qui pourront être activées. Et c'est vrai que le digital nous donne cette souplesse de faire du go et du stop
ou du stop et du go. Voilà. Par exemple, pour cet hiver, nous avons, elle n'est pas en ligne, mais elle est prête, une campagne sur les stations de sport d'hiver que nous avons travaillé avec Atout France et Expedia. Nous avons fait tout le contenu, on a à peu près 300 hébergements dans la base qui sont de différents types, qui vont de l'hôtellerie, mais aussi à des résidences de tourisme et les gîtes de France qui avaient été intégrés. Bon, ben, tant qu'on n'a pas de feu vert du gouvernement de la réouverture possible des stations sur février ou mars, on n'active pas la campagne. Mais c'est vrai que si on a une annonce positive, imaginons le 20 janvier, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton, la campagne est prête. Donc, c'est ce que nous permet le digital. Alors, c'est vrai que pour nous, il y a quand même un peu de coût de production, de contenu, mais bon, c'est notre travail aussi. En revanche, on est prêt à aider les stations des Alpes-Maritimes dès que c'est possible. Sur le plan d'action après 2021, donc on a présenté notre plan le 25 novembre. Donc on a des stratégies socles qui restent la stratégie de marque Côte d'Azur France, des actions de commercialisation avec le pass touristique Côte d'Azur France et la marketplace. Et puis on a aussi l'Observatoire du tourisme. Mais notre stratégie de promotion, elle est pensée selon 3 scénarios qu'on déploiera donc en fonction de l'ouverture des marchés. Donc la stratégie de base, le scénario 1, c'est on est axé essentiellement sur le marché français et on combine notre promotion à des actions digitales vers l'international pour garder le lien avec les marchés internationaux via des webinaires, des workshops dématérialisés, des conférences de presse avec différents marchés européens aussi dématérialisés, ce qu'on a fait d'ailleurs l'année dernière déjà pour garder le lien. Donc c'est vrai que la place du digital est devenue primordiale. La crise a accéléré certains process de communication et d'échange et qui fonctionnent assez bien quand on doit communiquer sur une destination. Et c'est vrai que même sur la presse, ça nous ouvre d'autres réseaux que l'on n'avait pas forcément. Donc, avec les besoins numériques, effectivement, on a cette transition qui s'est accélérée. Alors après, nous, c'est vrai qu'il y a 2 axes. Il y a la stratégie grand public, B2C, et la stratégie B2B, avec les tours opérateurs ou les agences de voyage. Donc sur le grand public, là aussi, le CRT avant travaillait plus en B2B, travaillait plus à de la promotion auprès de tours opérateurs et des agences de voyage. Et maintenant, avec le digital, on travaille plus en B2C sur des campagnes de communication grand public. Donc, on va continuer à soutenir nos efforts de promotion via les canaux digitaux. Et il faut réassurer aussi nos clients touristiques sur notre destination. On va faire peut-être cette année beaucoup plus d'affinitaires et essayer d'attirer des nouvelles générations qui sont moins sensibles à la crise et aux préoccupations sanitaires et voir comment influencer de nouveaux axes pour les séduire et sur les réseaux sociaux. On a commencé à regarder un peu avec TikTok, par exemple, sur lesquels on n'est pas du tout présent et peu de destinations sont présentes, comment on pouvait envisager une stratégie de valorisation de la destination, sachant qu'on a eu déjà des échanges avec TikTok. C'est le réseau social qui a connu la plus forte croissance l'année dernière et pendant le confinement, et que la moyenne d'âge se déplace vers 30 ans et que ça touche de plus en plus de monde. Donc ça, c'est la stratégie réseaux sociaux. Mais notre stratégie principale aussi, c'est de soutenir la conversion de séjours pour nos professionnels du tourisme. Donc là, on a une stratégie vraiment multicanale de conversion. On va travailler avec des poids lourds pour la vente de nuitées telle qu'Expedia
et qui nous permet quand même d'avoir des bons effets de levier et de retombées pour notre économie locale touristique. Mais également, on a travaillé l'année dernière avec TripAdvisor, Oui SNCF, Le Bon Coin, et ça a bien fonctionné. Ce qu'on avait expérimenté aussi l'année dernière, c'était des stratégies de marketing direct avec Full Performance. Et donc, ces campagnes de retargeting, c'est des campagnes qui sont aussi plébiscitées par les hôteliers parce qu'ils n'ont pas, de commission liées à ces campagnes, et puis toute la promotion est faite par les institutionnels. Donc pour eux, ce sont des retombées intéressantes, et ils maîtrisent aussi leurs données clients. Et enfin, donc, on va essayer d'améliorer le ciblage pour une meilleure acquisition de données. Il faut que le CRT Côte d'Azur France améliore ses bases de données et peut-être de manière affinitaire aussi. Donc cette année, on a définit 7 positionnements stratégiques donc, qui fonctionnent: le sport et les activités de plein air, le nautisme, la culture, le haut de gamme, le tourisme d'affaires, la consommation de loisirs, le tourisme éco-responsable. Et là, le numérique aussi doit nous permettre de répondre à nos besoins de ciblage digital affinitaire et d'acquérir des données dans ces différents champs, dans les différents champs que je viens de vous exposer, pour pouvoir, nous, après, faire cibler nos campagnes de promotion en fonction des centres d'intérêt des internautes. Donc, voilà un peu pour la stratégie grand public, B2C. Là, on ne s'adresse pas du tout, hein, vous êtes d'accord, aux tour opérateurs, aux agences de voyage. Et après, on a effectivement à continuer à avoir une stratégie B2B, maintenir le lien avec les marchés étrangers, la presse et les professionnels du tourisme via donc, des webinaires, des opérations virtuelles. Donc là, on a des opérations digitales en B2B professionnel et presse et qui fonctionnent bien. Donc, on fait des dossiers de presse aussi qu'on envoie voilà, via différents canaux. Donc, on a aussi, dans cette période compliquée où on est un peu bloqué pour lancer des actions de relance, on essaie d'accompagner les professionnels via des webinaires à se former à de nouvelles techniques marketing ou de nouveaux outils, à de s'ouvrir à de nouveaux acteurs. Et on va faire donc des 60 minutes chrono Côte d'Azur France, un par mois d'1 heure, sous format digital, justement pour accompagner les professionnels du tourisme sur des actions marketing et leur commercialisation. On a commencé avec Le Bon Coin hier. Et puis, il y a aussi l'idée d'avoir pour notre destination des outils numériques plus performants, une plateforme numérique plus performante pour structurer son marché et ses filières, avoir des synergies avec ses professionnels. Et là, c'est un travail aussi que nous pouvons engager pour mieux valoriser l'offre de la destination, que nous soyons en présentiel ou en digital. Voilà, donc il y a l'axe grand public et l'axe relations professionnelles qui est important pour nous. Il est important de jouer sur ces 2 axes, et le digital peut nous aider sur ces 2 axes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Claire. Oui, voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Voilà, si vous avez des choses à demander. Moi, personnellement, j'ai bien compris en fait, les 2 axes en fait, de travail, en fait, à la fois le B2B, à la fois le B2C, et d'accompagner les professionnels du tourisme dans la digitalisation et dans l'acquisition de clients. Et puis avec la période voilà, compliquée aujourd'hui, ça accélère un peu tout. Donc voilà, je vous remercie. Moi, j'ai un petit commentaire aussi, de remercier encore Claire Béard, parce que ce plan d'action commerciale a été expliqué dans le cadre du Master 2 à l'Hôtel International de l'IAE de Nice. Et j'espère que vous aurez de bons feedbacks sur le sujet, parce que ces jeunes sont les professionnels de demain.
Et donc, Tout à leur fait. feedback de jeunes et futurs diplômés est toujours intéressant à avoir. Après, c'est vrai que nous, on est à l'écoute justement de toute expérimentation, de tous les produits nouveaux. On est là pour ça et cette crise accélère aussi. On se remet en question sur nos méthodes de fonctionnement, de promotion, de prospection, de circuits courts, de valorisation en direct des hôtels. On est vraiment à l'écoute de toutes les nouveautés qui peuvent être expérimentées par le CRT. Est-ce que je pourrais poser une petite question? Oui, Patricia. Je ne sais pas si ça marche. Bonjour tout le monde, bonjour Claire. Merci pour ta présentation. J'ai juste une petite remarque. Aujourd'hui, vous avez fait un gros travail et puis c'est à l'issue des réunions qu'on a pu faire et partager donc, sur l'automne, sur ce plan d'action. Les montagnes, donc vous avez travaillé sur un projet. Effectivement, il faut être très dynamique et très réactif. Et du coup, il n'y a rien qui peut sortir parce que les stations sont fermées. Quand on voit les grandes marques comme Decathlon, et ils avaient aussi les mêmes prérogatives, par exemple, pour mettre en valeur leurs produits. Mais ils ont changé instantanément pour faire du produit raquette, de la randonnée, aller en montagne. Et on a l'impression que voilà, peut-être que les vols aériens ne vont jamais s'ouvrir et ça va être de l'argent qui va être dépensé. Il n'y a pas de choses qui imaginent qu'on peut réagir plus vite. C'est un petit peu sur lequel on a été confronté au premier confinement, où à la sortie du confinement, il y avait encore beaucoup d'actions qui étaient internationales, alors que pendant le confinement, on aurait dû faire directement déjà sur la France des actions. Ah non, après le confinement, on était totalement sur la France dans nos actions au mois de juin, juillet. Vu qu'on a été les premiers affichés dans le métro, on avait vraiment travaillé en priorité le marché français. Les actions internationales, on les a reprises en novembre, décembre sur du digital. Non, tout avait été gelé et ces marchés français et européens de proximité, et ça a marché d'ailleurs, parce qu'on a eu quand même des Suisses, des Belges, des Allemands qui sont venus l'année dernière sur la Côte d'Azur en juillet et août. Donc, non, on avait bien réorienté notre stratégie. Et là, pour le moment, ça n'a pas de sens de lancer des campagnes sur les stations, et les stations ne veulent pas même. Elles nous ont dit c'est pas la peine. Donc, nous, de toute façon, la production, elle est en place. Après, on a jusqu'à mi-mars, dirons-nous, pour déclencher. Et puis, si on ne la déclenche pas, on ne la déclenchera pas, mais on est obligé de travailler dans ce sens-là. Et puis, si les visuels, on les montre pas cette fois-ci, on les montrera en novembre. Ce n'est pas du travail perdu non plus. Sur tous les shootings qu'on a fait, parce qu'on est allé justement, on en a profité, vu la belle neige qu'on a, vu les paysages magnifiques, on en profite pour faire du contenu. Donc, on a fait là, pendant les vacances de Noël, des beaux shootings sur la montagne. Bon, si on ne peut pas les exposer là, cette année, on les exposera pour novembre, pour notre campagne de l'hiver prochain. Voilà, mais il faut faire attention aussi, même Expedia, ils en ont conscience, ils n'incitent pas, parce qu'eux aussi ils investissent avec nous, ils n'incitent pas à appuyer sur le bouton s'ils savent qu'il y aura, s'ils voient qu'il n'y a aucune recherche. S'il n'y a pas de recherche sur leur moteur pour le ski, ça ne sert à rien qu'on la lance. Il y a une question de Grégory Blondeau. Romain, je la vois, donc je réagis. Oui, vas-y, j'allais la poser. Voilà, donc vas-y, je te laisse. Oui, Claire, Grégory Blondeau qui demandait si à part Le Bon Coin, en fait, s'il y avait d'autres partenaires qui proposent des services pour accompagner les hôteliers sur le numérique. Et il dit que, par exemple, Google a lancé un programme. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres opérations qui sont prévues dans le même style que Le Bon Coin. Alors, le Bon Coin, ce qu'il y a, c'est que c'est une plateforme française aussi et qui, pour aider à la relance, a proposé 0% de commission sur déjà 2020, mais a reconduit sur
2021. Donc déjà, sur toutes les ventes qui seront faites via Le Bon Coin, il n'y aura pas de commission pour l'hôtelier. Et ce qu'ils nous ont expliqué aussi Le Bon Coin par rapport à d'autres systèmes en place, c'est que il se connecte au système de réservation de l'hôtel. Donc, il n'y a pas de ressaisie de fiches, il n'y a pas de ressaisie de l'offre hôtelière. C'est aspiré via le système de réservation de l'hôtel qui peut donc faire des offres qui remontent sur Le Bon Coin. Et quand vous allez réserver, vous réservez via le système de réservation de l'hôtel. Donc, l'hôtel récupère la donnée client aussi du Bon Coin. Et par rapport justement à Google, c'est qu'ils ne sont pas Google dépendants parce qu'ils ont une telle base de données que c'est les seuls en France qui peuvent se prévaloir d'aller chercher parmi leurs membres, leurs adhérents et ce qu'ils nous expliquaient aussi sur Google, c'est une des premières plateformes pour la vente de voitures et l'immobilier, et ils espèrent bien se positionner en concurrent de Booking sur le marché français pour la vente de voyages. Mais pour pouvoir aussi se positionner en concurrent de Booking, il faut, comme Booking, qu'ils aient une quasi-exhaustivité de l'offre hôtelière. Parce que si vous allez sur la Alpes-Maritimes, Côte d'Azur, sur Le Bon Coin et que vous voyez qu'il n'y a que 80 hôtels, alors que Booking, il en a 400 et qu'il vous donnera beaucoup plus de choix, etc., finalement, vous allez partir du Bon Coin. Le jour où Le Bon Coin a aussi toute l'offre, et qu'au niveau déjà de sa base client, il est connu et reconnu sur le voyage, ça sera un progrès pour les hôteliers aussi, puisque alors après les commissions dans les contrats après 2021 seront de 10%. Et puis Le Bon Coin, après, est une entreprise aussi qui paye ses impôts en France et qui importe sa base de données clients. Très bien. Merci Claire encore. Merci pour la réponse. On va passer à l'intervenante suivante. Audrey, si c'est bon pour vous. Ah, le micro est coupé. Ouais. Donc Audrey, de la CCI Nice-Côte d'Azur. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je représente aujourd'hui Marina Giardina et la Chambre de commerce pour la filière tourisme. Aujourd'hui, donc, la digitalisation de nos activités ne date pas bien sûr de l'apparition du coronavirus, mais bien sûr, ça a joué un rôle d'accélérateur et la transformation des entreprises est au cœur de l'économie d'après-crise. Si 71% des grandes et moyennes entreprises ont récemment précipité leur stratégie numérique, l'existence digitale est encore loin d'être une réalité. On le voit quotidiennement dans les appels qu'on reçoit, notamment sur l'accompagnement pour le Covid, etc. Il y a encore beaucoup de petites entreprises dans le tourisme qui pensent avoir un site internet et être opérationnelles, mais qui sont encore je dirais, en manque de développement à ce sujet. Donc, l'État a mis en place un fonds de 100 millions d'euros pour inciter justement ces entreprises à se transformer et leur proposer surtout des mesures concrètes. Donc, là, les CCI vont jouer un rôle de premier plan pour l'accompagnement numérique. Donc, bien sûr, les attentes des touristes vont être très fortes. Il va falloir les rassurer dans la préparation des expériences de voyage, leur offrir la possibilité de se construire un parcours personnalisé selon leur budget, leur goût, les plannings, interagir avec eux à l'intérieur pendant leur séjour, donc les push, les chatbots, et pousser aussi sans doute des bons plans et mieux réguler les flux. Donc, tout cela, ça doit engager bien sûr les entreprises dans la dynamique de digitalisation pour être prêt lorsque l'activité va reprendre un cours, je dirais, avec un rythme un peu plus normal. Donc, pour revenir sur le sujet qui nous rassemblait aujourd'hui, tourisme et numérique, quel plan d'action pour 2021 ? En fait, j'ai choisi de vous proposer de travailler sur deux axes qui sont propres à la Chambre de commerce, c'est l'accompagnement socio-professionnel et la mise en valeur du territoire. Alors, en ce qui concerne l'accompagnement socio-professionnel, l'objectif fixé, c'est de leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences et de faire des
découvrir des outils de promo et des solutions qui leur permettent de se moderniser. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 dispositifs qui me semblent pertinents. On a 2 dispositifs qui sont des dispositifs de formation. Le dispositif DigiConsult et MyCoach Commerce qui sont cofinancés par la région Sud. Donc, DigiConsult, en fait, c'est un dispositif qui est offert aux entreprises de moins de 20 salariés qui souhaitent optimiser leurs outils, leur site internet, les réseaux sociaux, et c'est un accompagnement en 6 étapes. Vous avez un autodiagnostic, un diagnostic qui est personnalisé avec un plan d'action sur mesure. Il y a 4 demi-journées de formation collective et un accès ensuite d'1 an sur une plateforme de tutoriels en ligne. Un e-coaching qui va vous suivre en ligne et un accompagnement de 2 jours sur le terrain par un coach qui vient en fait dans les murs de l'entreprise pour accompagner les entreprises. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui est important. La formation collective, souvent, on nous dit que on n'a pas forcément le temps, et quand quand on est vraiment dans du personnalisé, les gens répondent vraiment de manière positive parce qu'ils se sentent vraiment entendus et on arrive dans vraiment de l'opérationnel pur. On a un autre dispositif qui est en train de se lancer, qui est toujours donc une formation et qui s'appelle le dispositif MyCoach Commerce. Alors, il est destiné bien sûr au commerce, mais aussi donc aux restaurateurs notamment. Et il leur permet en fait de se moderniser sous des ateliers. En fait, c'est 3 ateliers d'une demi-journée sur des thèmes particuliers, dont évidemment le développement durable, la fidélisation de la clientèle et l'aménagement, le merchandising et bien sûr ce qui est service aux clients. Dans ces services aux clients, on peut avoir bien sûr la mise en place de services de click and collect, mais on sera toujours on accompagnera toujours sur place et il y a un coach qui est un expert extérieur à la CCI qui se rend sur le terrain pendant 2 jours pour la mise en place de cette action. Le coût de ces formations est somme toute minime et dans le cadre du dispositif Solutio qui est mis en place par la CCI, il y a la possibilité de se faire financer ces formations, notamment DigiConsult, par des OPCO. En parallèle de ces formations, je reviens sur ce que disait Claire, on a mené en partenariat certains webinaires et de notre côté aussi des webinaires donc on est dans la formation, dans l'e-learning d'une certaine manière, concernant toutes les aides qui peuvent être apportées, notamment aujourd'hui aux restaurateurs et aux hôteliers. Donc, on redéveloppe le fonds de solidarité, mais on a de plus en plus d'entreprises qui arrivent dans des situations vraiment difficiles. Donc, on leur apporte les informations sur l'aide aux entreprises en difficulté, notamment à travers les informations du CIP, des mandats ad hoc. Et on est resté vraiment sur la base du question-réponse et on a eu des retours qui étaient très positifs parce que ça permet quand même de se mettre en sauvegarde pour certaines et d'arrêter les dettes. Et c'est la partie du numérique qui peut être intéressante aussi pour elles. Ensuite, on a 2 autres dispositifs qui sont là, qui viennent compléter un peu la formation, qui sont des outils, CCI Store et Ma Boutique Mes Solutions. Donc, il y a un dispositif, Ma Boutique Mes Solutions, qui est un dispositif qui est plutôt local. C'est un ensemble de solutions qui est proposé aux entreprises également pour se moderniser. Donc, il y a des solutions qui ne sont pas forcément toutes numériques, mais bien sûr, on va y retrouver ce qui est l'hôtel optimizer, les outils de communication, les informations pour les menus, pour les QR codes. Et ce qui peut être intéressant aujourd'hui, c'est que chaque offreur de solutions peut être mis en avant gratuitement. Alors, on n'est bien sûr pas là pour faire une stratégie commerciale, mais ça leur permet en fait d'avoir aussi une visibilité et ça donne aux entreprises la possibilité de les connaître aussi.
Et idem sur donc, le dispositif qui est CCI Store au niveau national. Donc ça, vous avez un site qui s'appelle CCI Store et dans lequel on va recenser des outils. Donc c'est une marketplace de e-service qui est conçue donc par des entrepreneurs pour des entrepreneurs et on y trouve les services de communication, de gestion, de management et de RH. Et mon deuxième grand point sur les axes de la CCI, ce sera la valorisation du territoire à travers les projets européens. Le numérique va nous aider aussi. Aujourd'hui, la filière tourisme de la CCI travaille sur 2 PITER en termes de projets européens qui sont donc transfrontaliers, le PITER Alpimed et le PITER Paysage. Nous avons des actions à mener avec nos partenaires et nos délégataires pour les projets simples Patrim sur le territoire du Haut et du Moyen Pays, notamment les vallées de la Vésubie, de la Roya, de la Tinée. Et sur le territoire du Moyen Pays avec le projet Pays aimable. Et ici, le numérique, pour nous, il va jouer un grand rôle. Dans le cadre de Patrim, par exemple, on avait un éductour à réaliser en présentiel pour partager les bonnes pratiques professionnelles des Français vers les Italiens et des Italiens vers les Français. Et ce projet, bien sûr, à cause du Covid, a été reporté à plusieurs reprises. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de le revisiter entièrement pour essayer de proposer un éductour virtuel qui va nous permettre en fait de toucher une cible beaucoup plus large, puisque sur un éductour en présentiel, on aurait touché quelques professionnels. Là, l'objectif, en fait, c'est d'ouvrir notamment à la cible aussi B2C et d'essayer de créer du storytelling et donc du contenu. Donc, on cherche bien sûr à travailler l'attractivité du territoire à travers le contenu de notre côté et permettre aussi de transmettre ensuite ces contenus à nos partenaires, le CRT, les offices du tourisme, pour qu'ils puissent être utilisés de manière plus large. Et concernant le projet Paysage, donc le PITER Paysage, on travaille sur le projet Pays aimable, qui a pour but d'accroître le tourisme durable et d'augmenter l'attractivité du territoire. Et on doit concevoir et décliner une nouvelle offre touristique innovante avec des outils numériques et de communication adaptés. Et on travaille à l'heure actuelle sur ce projet avec des possibilités de géocaching, donc d'ouverture vers d'autres outils numériques. Voilà, donc trois grands axes pour nous toujours, l'accompagnement, la compétence et la formation, l'animation de nos réseaux et la valorisation du territoire pour favoriser son attractivité. Merci beaucoup. Merci Audrey. Alors, je ne vois pas de questions pour l'instant. Moi, j'avais une petite question par rapport justement à tous les outils d'autodiagnostic pour savoir la maturité au niveau numérique, tout ça. Est-ce que derrière, vous arrivez à avoir un suivi en fait et de voir si le numérique s'implante réellement chez… Alors aujourd'hui, on a un outil de diagnostic qui s'appelle le TourisDiag, qui est assez complet et effectivement qu'on a utilisé beaucoup pendant le confinement. Qui effectivement laisse apparaître quand même certaines difficultés. Et c'est un peu ce que je disais en introduction. Je pense que quand on est alors si je parle hôtellerie pure, quand on est sur du 4 et du 5 étoiles, on a certaines facilités que d'autres établissements n'ont pas. Et souvent, il reste ancré dans cette idée que j'ai monté un site internet, par exemple, et bien voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire et mon outil est là et il n'y a pas suffisamment cette dynamique de le faire évoluer et le faire vivre, y apporter du contenu, etc. Donc, l'objectif, effectivement, c'est de récupérer ces TourisDiag et de les envoyer pour le coup, pour aujourd'hui et pour les entreprises de moins de 20 salariés sur notre dispositif de DigiConsult. Ok, très bien. J'aurais non pas une question, mais aussi l'opportunité de parler pour la première fois de notre journée M Tourisme de cette année, en avril. Oui.
hein, sur lequel, comme d'habitude, avec la CCI, on sera en fort partenariat, et avec d'autres. Donc, qui sera sur tout ce qui est tourisme et commerce. Hein, Et commerce, ouais. ouais. De commerce, hein, Ouais. le lien que l'on peut faire entre non seulement les sociopros du tourisme ont pâti de la crise, mais également un grand nombre de commerçants qui comptent sur les touristes pour acheter dans leurs magasins. Voilà, ben, c'est le principe. En fait, tu fais la boucle, Jean-Bernard. C'est exactement le principe de My Coach Commerce. L'objectif de My Coach Commerce, c'est que ça touche à la fois, je dirais, les restaurateurs et les hôteliers, parce qu'on peut le faire, mais c'est aussi un dispositif qui est destiné aux commerçants pour pouvoir les faire évoluer eux aussi. Voilà. On aura l'occasion d'en parler à l'occasion de cette avec plaisir. Absolument. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole maintenant à M. Greffeuil de ma région sud. Il y a une contrainte de temps. Et prenne la suite. Très bien. Bon, si vous m'entendez. Voilà. Oui, c'est bon. Vous m'entendez aussi? Oui. Voilà. Bonjour à tous. Et merci de cette invitation à Jean-Bernard et à l'équipe, toujours fidèle sur ces sujets de numérique et de tourisme dans une période particulièrement clé dans ce domaine. Je crois qu'on vit depuis quelques mois, outre les difficultés de la crise pour les professionnels, mais on vit en même temps 2 ou 3 profonds changements majeurs accélérés, et le numérique plus les questions environnementales prennent une place toute particulière. Vraiment, enfin, je crois que là, nous, on a des indicateurs très précis, puisque dès le mois de juin dernier, on a mis en place un certain nombre de dispositifs, notamment un en particulier qui s'appelle Réaction, reprise des acteurs du tourisme pour l'innovation et l'optimisation numérique dédiée aux professionnels du tourisme, pour les aider à s'équiper, sur tout ce qui est outils liés au numérique. Alors, on a financé une centaine de dossiers en un laps de temps particulièrement court à cette période-là. On est sur un budget d'1 million d'euros. On a déjà une centaine de financements apportés, et en perspective, on en a 300 de plus. Mon équipe me disait ce matin qu'on était encore débordé. Par les demandes. Alors, ça recouvre des réalités très différentes, hein, des situations très différentes de la part des professionnels, ou je pense des exemples sur les menus dématérialisés dans les restaurants. Bon, ça se faisait bien sûr, mais ça s'accélère fortement. La refonte de sites internet avec l'intégration d'un module de vente, hein, ça on le retrouve pour des tas de professionnels, ce qui est une bonne chose. Des logiciels de gestion de caisse. Bon, c'est aussi parce que c'était prévu par l'appel à projet. On avait bien repéré l'enjeu sur ces sujets-là. Dans l'hôtellerie, ça va du logiciel de GRC au PMS, en passant par de la dématérialisation des check-in et des check-out, avec des systèmes de serrure et carte à puce. Hein. À l'époque, vous vous rappelez, il y avait aussi la dimension distanciation, il y avait gestes barrières. Donc, du coup, évidemment, tout ce qui est sans fil, si je puis dire, pour résumer, sont aussi très présents dans ces demandes de financement, hein, qui représentent à peu près en moyenne 4 000 € par dossier. Également, les bornes tactiles pour gérer les flux à l'accueil, les cartes à puce RFID. On trouve pour les cas viticoles et oléicoles qui font de l'accueil, là encore une fois, du click and collect, des visites virtuelles, beaucoup de visites virtuelles qui sont développées avec des prises de vue par drone. Pour les chambres d'hôtes, à la fois encore de la GRC, de la commercialisation en ligne. Et puis, de la part des sociétés organisatrices de congrès, tourisme d'affaires, de manière un peu plus spécifique, tout ce qui est matériel pour l'organisation de congrès en distanciel, l'organisation de webinaires, des plateaux télé, etc. Donc, ce dispositif Réaction continue. Et j'ai même l'impression, là, vu la pression qu'il y a sur les appels téléphoniques, que il y a encore une accélération, et c'est sans doute lié à la perspective que la situation de crise perdure. Là où peut-être, s'il y en avait encore certains qui hésitaient, sont en train de se manifester. Ça, c'est le premier indicateur. Ça me permet de vous parler aussi de
ce sujet-là très opérationnel, hein, toujours à noter peut-être plus au niveau des offices de tourisme, une accélération des processus d'acquisition de logiciels de commercialisation en ligne, hein. Bien sûr, on leur a suggéré et une douzaine ont bénéficié de ces outils-là, quand bien même il y avait des initiatives déjà prises par certains départements, hein. Claire, je ne sais pas si elle est encore là, mais évidemment avec Sherpa. Mais là-dessus, d'ailleurs, nous travaillons au niveau de la région en lien avec le travail que nous faisons sur le système d'information touristique APDAE, un métamoteur qui permettra de récupérer les données froides, pardon, les données chaudes de la part des principaux opérateurs de commercialisation en ligne, hein, que vous connaissez, Région d'eau, Sherpa, Alliance Réseau, avec ses nouveaux noms, enfin tous ces opérateurs-là, pour pouvoir ensuite rediffuser ces données chaudes à la fois aux territoires qui le souhaiteraient, voire aux professionnels, pour que ces données chaudes, ces données de disponibilité puissent être apportées au plus grand nombre. Et on a encore sous le coude, en plus des 12 offices de tourisme dont je parlais tout à l'heure, encore 5-6 qui sont en train de se projeter. Et puis bien sûr, nous travaillons à la Fédération régionale des offices de tourisme pour la formation des professionnels sur et in fine, les professionnels qui adhèrent à ces solutions. Et toutes les initiatives prises par les chambres de commerce qui ont été citées par Madame Bianchi viennent totalement conforter ce type d'initiative et de démarche. On a vraiment, en tout cas, nous, on le sent très très fort. Le deuxième aspect, alors c'est plus ancien, mais on a également un autre indicateur au niveau d'un dispositif qui a un peu évolué dans le temps et qui est maintenant c'est le fonds d'innovation touristique, fonds FIRST, mais qui nous a permis ces dernières années de soutenir un certain nombre de projets. Là où on avait des projets à l'origine qui pouvaient être un peu dans le domaine des services, comme par exemple une franchise d'auberge de jeunesse ou des prototypes d'hébergement innovants en ville dans les locaux inexploités, je vous passe les meilleures initiatives qui ont pu être prises. Aujourd'hui, on sent bien l'évolution des projets carrément sur le numérique. Alors, c'est pas nouveau, ils avaient déjà une part importante il y a 3-4 ans, mais là, dans les projets, on a toute une série d'initiatives très, très importantes et beaucoup plus structurées, beaucoup plus performantes que ce qu'on avait au début. On a affaire là maintenant à des projets où il y a des enjeux financiers importants et où on n'est plus sur du simple amorçage. On est maintenant sur des projets qui ont dépassé l'amorçage, qui sont en phase de développement et on a nous-mêmes structuré nos dispositifs d'accompagnement, notamment avec France Active dans ce domaine. Alors, je ne peux pas dire tout ce que fait la région dans le champ du numérique. J'essaye de me concentrer sur quelques points. À noter également l'important travail conduit par le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui, comme vous le savez, avec les structures de promotion des départements, des 6 départements, dont le CRT Côte d'Azur France, hein, Claire, et toutes les autres structures départementales de promotion, ont vraiment travaillé au site internet dédié. Et maintenant, on a un site qui rassemble, qui fédère les trois marques Côte d'Azur France, Provence et bien sûr Alpes. Donc le site est maintenant bien en place. La logique du comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est une stratégie sur les contenus qui vise à rendre beaucoup plus attractif le site et l'offre touristique et bien sûr générer de l'audience de ce point de vue-là sur le référencement naturel au niveau du classement SEO. Le CRT est passé très vite de la 20e place à la 6e. Donc, des efforts considérables ont été réalisés et c'est le fruit d'un travail collectif du comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur avec toutes les instances départementales, mais également tous les offices de tourisme et la Fédération régionale des offices. C'est un vrai travail collectif qui est fait. Et du coup, il faut vraiment embarquer les pros eux-mêmes dans ces dynamiques-là et c'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur travaille également sur la création de contenu, alors plus dans des logiques partenariales, appelées ainsi notamment autour des marques Alpes et Provence.
Claire le fait avec son équipe sur la marque Côte d'Azur. Et puis également sur des créations de contenu un peu plus ciblés sur le vélo, sur l'art moderne, sur l'écotourisme, sur les visites, tout ce qui est visite d'entreprise ou tourisme de découverte économique, etc. Et ça va continuer. Je ne veux pas être trop long, mais c'est un petit peu frustrant de ne pas pouvoir prendre un petit peu plus de temps, mais c'est vrai que j'ai une contrainte derrière. Tout cela va non seulement se poursuivre, hein, nous on attend les réponses sur les budgets, mais sur les dispositifs dont je parlais, ils ont prévu d'être renforcés. Et puis, outre la journée M-Tourisme de Télécom Vallée au mois d'avril, je vous encourage aussi à noter dans vos agendas l'événement sur le content marketing qui va être, nous l'espérons, mais nous l'espérons vivement, qui va être conduit, c'est on the Beach, qui se tiendra le 26 et 27 mai, à la fois en présentiel et en virtuel à Mandelieu, si je puis dire, grâce justement aux outils dont je parlais tout à l'heure. Un rendez-vous qu'on conduit, un partenariat, bien sûr, porté par la Fédération régionale des offices de tourisme, en partenariat premier avec le comité régional tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, Provence-Côte d'Azur Events, mais auquel de nombreux autres partenaires plus locaux, Télécom Vallée le sera, le CRT Côte d'Azur France également, seront présents. Donc on espère aussi, avec ces deux événements, montrer ensemble tous combien les acteurs institutionnels sont aux côtés des professionnels pour continuer à travailler sur ces sujets-là plus que jamais importants. Voilà. J'espère pas avoir été trop long. Très bien. Merci Laurent. C'était très intéressant. C'est bien de montrer que les professionnels ne sont pas tout seuls et que voilà, il y a du monde derrière qui les accompagne, qui propose des solutions. Je ne vois pas de questions. Ma petite question à chaque fois, ou remarque, hein, puisque dans les dispositifs et dans le partenariat que nous avons avec la région, il y a aussi le Travel Camp Sud qui va avoir lieu le 2 février. On est en train de voir l'hybridation. On a un rendez-vous demain matin pour travailler sur l'hybridation potentielle de cet événement, parce qu'une fois de plus, on ne sait pas si on pourra faire quelle partie présentielle ou distancielle. Mais donc, nous sommes partenaires avec vous sur la partie organisation au niveau de 06 sur cet événement. Tout à fait. Oui, tu fais bien, Jean-Bernard, de parler de ça. J'ai peut-être, c'est une déformation professionnelle, j'ai trop parlé du dispositif FIRST, hein, mais en fait, c'est tout un petit écosystème régional en matière d'innovation touristique qui s'est mis en place avec vous, avec Provence Travel Innovation, demain avec peut-être un nouvel incubateur plutôt sur l'est du territoire régional, et dans le cadre effectivement, on est plutôt dans du sourcing à ce stade-là, dans du sourcing de projets, dans l'accompagnement d'une vingtaine de porteurs de projets potentiellement innovants, et merci pour être partenaire de cette initiative. Voilà, donc c'est tout un écosystème qu'on essaye aussi de développer. J'ai une question plus large, mais peut-être que d'autres pourraient aussi y répondre. J'ai l'impression, depuis les années où nous faisons du numérique et tourisme, qu'on a du mal à convaincre les professionnels d'aller vers le numérique. D'ailleurs, on voit tous les dispositifs qui existent, qui réexistent, qui réexistent, etc. Et je ne sais pas quel est ton sentiment, mais bien sûr, avec la crise, ça incite les gens à réfléchir un peu plus au numérique qu'avant, mais on a l'impression qu'ils sont, excusez-moi du terme, je m'amuse à être un peu fort, presque indécrottables sur le numérique. En fait, ils ont c'est des patrons d'entreprise, la plupart, 80-90%, c'est des TTPE de moins de 10 salariés. Ces gens-là, ils ont tout à faire. Ils ont tout à faire. Ils ont la gestion du personnel, ils ont le tiroir caisse à remplir, payer le personnel, les fidéliser, gérer l'environnement, gérer le marketing en ligne, et certains, je dis moins de 10, il y en a beaucoup aussi qui sont seuls, hein, les indépendants, tout ce qui est lié aux activités de pleine nature par exemple, c'est des gens qui sont seuls, souvent sur le terrain, et pour partie c'est ça.
malgré tout, le secteur du tourisme reste quand même, par rapport à d'autres, sans les pointer du doigt, mais même par rapport au commerce traditionnel, sont quand même plus au fait, même si nous, en tant institutionnels, on aimerait qu'ils le soient encore plus parce que c'est pour leur bien-être. Je crois qu'ils sont confrontés à des problématiques, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Dans tout ce qu'on leur propose, et on est nombreux à agir à leur côté, ils ont parfois du mal. Je pense que c'est principalement là-dessus, mais encore une fois, j'ai vraiment l'impression là qu'il y a une accélération très forte, bien sûr, au regard du contexte, mais n'oublions pas aussi qu'on en a beaucoup qui sont quand même dans ces domaines-là assez exemplaires et qui sont d'ailleurs très, très, très forts, hein. Mais par contre, il faut que nous, en tant qu'institutionnels, au sens très large du terme, on continue le travail d'accompagnement, et toutes ces opérations qui sont conduites par les uns et par les autres aussi sont directement opérationnelles. Il faut vraiment continuer. On va y arriver. Et là, je vais un petit peu aller pour notre chapelle de numérique, puisque Télécom Valley, nous sommes dans le numérique, et en particulier la communauté M-Tourisme. On parle beaucoup d'accompagnement des sociopros, mais peut-être faudrait réfléchir un peu plus aussi à l'accompagnement, ou en tous les cas à la mise en relation encore meilleure entre les entreprises numériques et celles de tourisme. Parce que il y a l'offre et la demande. Donc les deux ont besoin, je parle globalement, hein, pas que la région sud, hein, mais plus globalement. C'est l'occasion, si toi tu as une vision qui est encore plus régionale. Oui, je ne veux pas monopoliser la réponse, mais effectivement, je donne un exemple très opérationnel. On est tous très impliqués sur le système d'information touristique Apidae, qui est, vous le savez, qui est né plutôt en Rhône-Alpes, maintenant Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, dans la commande publique, maintenant tous les offices de tourisme, à part un dans la région, qui est dans le Var, n'est pas passé sur Apidae, donc on a un travail collectif qui a été fait. Mais par contre, on s'aperçoit que les ESN, entreprises de services numériques du territoire régional, ont mis du temps un peu à s'approprier ce nouvel outil. Et il y a beaucoup d'offices de tourisme de la région quand ils ont basculé sur Apidae, ont plutôt fait appel à des ESN. Alors c'est peut-être un peu moins vrai sur les Alpes-Maritimes, parce qu'il y a quand même un tissu économique fort, un tissu de SN bien branché, puis je pense que c'est lié aussi au travail que vous avez conduit les uns et les autres, mais elles avaient du mal à se positionner sur cet outil, ce qui fait qu'il y a une partie de la commande publique liée à ce basculement qui n'a pas été fait. Mais tu as raison, le travail que vous faites de mise en réseau des ESN est pour nous capital. Donc il faut que l'information continue de circuler. Bon, là, j'ai parlé d'Apidae, mais sur des tas de domaines, comme sur la commercialisation, par exemple, ou d'autres. Merci. Merci, Laurent. Merci à vous. Je vais donner la parole à Malika Boudi. Patricia, peut-être, je ne sais pas si contrainte de temps. Ouais, j'avais juste une petite remarque. Merci. Une question, Laurent. C'est vrai qu'aujourd'hui, la commercialisation des outils, des choses comme ça, c'est des problématiques des offices de tourisme à mettre en place. Nous, avec le premier confinement, on a vu surgir des nouveaux besoins pour les sociopros, d'être reliés sur une plateforme collaborative, de pouvoir échanger. Ce qui existe aujourd'hui dans le milieu de l'enseignement, toutes les plateformes collaboratives qu'il y a dans les écoles et choses comme ça, pouvoir créer un écosystème territorial et local pour pouvoir justement apporter les aides que la région peut proposer à ces entreprises et vraiment avoir des nouveaux besoins. Et nous, on les a ressentis de façon très forte au premier confinement. Donc, voilà, c'est peut-être des nouveaux projets. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Moi, je trouve, Pascal, et je propose même que Télécom Valley prenne l'initiative d'un tel réseau d'échanges, de partenariat. On n'est pas que sur des objectifs de promotion. Derrière ce que tu viens de dire, Pascal, on est aussi sur des…
Patricia, pardon, de principe de volonté d'innovation, etc. Télécom Valais a aussi cette dimension régionale que tu évoques et que nous soutenons aussi pour cela. Je trouve que c'est une bonne idée. On manque d'échanger entre SN, institutionnels. On aurait un lieu qu'on pourrait s'approprier pour se donner ces informations-là. Franchement, ça serait, moi je trouve que c'est une excellente idée. Du coup, je réponds à la question que tu poses et que j'avais pas vue parce que je m'exprimais. Oui, je pense qu'il y a une différence entre coach commerce et coach digital de la région. On a effectivement un dispositif dont j'ai pas parlé, qui est un dispositif alors, qui est suivi par nos collègues du service Smart Région et qui permet d'intervenir sur du conseil en développement numérique, y compris pour des entreprises du tourisme. Je n'ai pas voulu créer de confusion. Voilà, il existe. Il faut voir s'il est suffisamment spécialisé. On a des professionnels je ne l'ai pas en tête, mais on a quelques professionnels qui en ont bénéficié. Mais je ne sais pas s'il est hyper spécialisé. Il est bien spécialisé sur une approche globale, c'est-à-dire quelqu'un qui veut se préoccuper de sa dynamique de numérique en général. Par contre, dès lors qu'on va tomber sur une démarche qui va être très marketing en ligne et donc très ciblée à ce qui va être fait sur le territoire ou à l'échelle intercommunale ou départementale ou régionale, là, peut-être que ce qui est proposé par Coach Digital est un point moins adapté. Par contre, sur une approche globale, un chef d'entreprise du tourisme, un professionnel qui dit bon voilà, moi je pars de zéro ou de pas beaucoup, qui va avoir une vision globale, là ça peut effectivement lui apporter pas mal. C'est un dispositif qui complète DG Consult. DG Consult va apporter la formation collective et une partie de théorie en fait à travers la plateforme d'e-learning, et ensuite le coach digital il vient sur le terrain pour mettre en pratique ce que les gens ont vu pendant la formation. Mais déjà pendant la formation, ils viennent avec leurs outils. C'est-à-dire que pendant les formations, ils sont là avec leurs ordis et on a plusieurs formateurs qui s'adressent à eux. C'est vraiment des petites formations qui sont quand même très, très quasiment personnalisées, je dirais. Très bien. Merci. Merci Audrey. Malika. Oui, je suis prête. Voilà. Malika Bouldi, donc de Provence-Côte d'Azur Events. Voilà. Donc, je vais partager, bonjour à tous, je vais partager mon écran. Donc, moi, je suis la directrice de Provence-Côte d'Azur Events, donc une association qui est en charge de la promotion de la filière événementielle dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec des partenaires à Monaco et Ajaccio. Donc, nous sommes soutenus par la région dès le démarrage, dès la création de notre réseau. Et on est ravis de cette collaboration avec le service attractivité et tourisme pour développer nos actions et nos projets que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, on a 220 entreprises et structures membres dans le réseau, à la fois des centres des congrès, des hôtels, des lieux événementiels, mais aussi des sociétés, des prestataires d'activités, traiteurs, prestataires techniques, Malika, tous les métiers de l'événementiel. Oui, Malika, je vous coupe juste. En fait, non, c'est normal que vous n'ayez pas mis en plein écran encore. Diaporama. Oui, pardon. Hop, voilà. C'est bon? Très bien, parfait. Merci. Oui, je vous laisse continuer. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai, peut-être une dizaine de minutes, oui? Oui. Très bien. Donc, je vais vous parler juste du poids du tourisme d'affaires très rapidement, de la situation actuelle et également des mutations qu'on voit depuis plusieurs mois, notamment l'utilisation du digital dans l'événementiel. Et une slide aussi sur nos stratégies d'action 2021 et également la marketplace MICE qu'on propose cette année aux professionnels de l'événementiel membres avec le soutien essentiel de la région Sud sur ce projet. Donc, le poids du MICE, c'est une filière bien sûr essentielle pour l'attractivité de notre pays et de ses territoires. Donc, les rencontres professionnelles et le tourisme d'affaires représentent globalement
1200 foires et salons, 2800 congrès et 380 000 événements d'entreprises et institutions pour l'année 2019. Donc, c'est en tout 77 millions de participants et dans 10% d'étrangers. Donc, c'est 455 000 emplois, terrains non délocalisables. Et les retombées de ces événements pour les opérateurs de l'événementiel sont calculées à la fois sur une fourchette de 20 milliards d'euros par an et des retombées, bien sûr, aussi indirectes sur toute la chaîne de l'événementiel, tous ceux qui gravitent autour du secteur, les transports, l'hôtellerie, la restauration, aussi autour de 19 milliards d'euros par an. Donc, vous voyez, le poids, il est très important pour le territoire. Un focus sur notre… Très bien. Alors, quelle est la situation du secteur de l'événementiel actuellement? Bon, bien sûr, on est sur 10 mois d'arrêt depuis l'arrêt brutal au mois de mars. Et donc, une perspective de reprise qui est à nouveau repoussée par rapport à la situation sanitaire actuelle. Et donc, il y a une mobilisation très forte d'un collectif de 7 fédérations, dont l'UNIMEV, l'Union nationale des métiers de l'événementiel, aussi France Congrès Événements, l'Association des agences événementielles, l'événement, Créalliance, Sinpass, les traiteurs de France aussi. Donc, cette mobilisation du collectif a pour but de faire du lobbying auprès de l'État pour faire entendre la voix des acteurs de l'événementiel, les gros et les petits, bien sûr, ne pas oublier toutes les entreprises de la chaîne. Donc, ce lobbying a pour but de prolonger l'activité partielle pour l'ensemble des entreprises, de toutes d'ailleurs les entreprises, la prolongation de l'exonération des charges patronales, nouveau protocole sanitaire pour l'événementiel qui a été à nouveau ajusté, l'accessibilité au fonds de solidarité augmentée à 200 000 euros pour toutes les entreprises également. Parce que, quelle est la situation actuelle? On est sur une perte pour l'économie française de 38 milliards d'euros en chiffre d'affaires, donc ce qui est énorme. Donc, on a une chute de 80% de chiffre d'affaires en 2020. Et d'après les sondages qui ont été réalisés par l'Union nationale, l'UNIMEV, on est sur des perspectives de moins 50% de chiffre d'affaires estimé pour l'année 2021. Donc, actuellement, bien sûr, tous les acteurs de l'événementiel manquent de visibilité par rapport à l'évolution de l'épidémie et des variants. La fermeture aussi, donc le peu de lignes et de flux aériens n'améliore pas la situation. Donc, il y a aussi également une absence de confiance de la part des clients, des entreprises et des prestataires de l'événementiel. Donc, c'est très difficile actuellement parce qu'on est dans une période de stop and go. On ne sait pas si on peut, on a le droit, si on est autorisé à ouvrir, à accueillir. Donc, c'est très difficile. Et comme vous le savez, un événement professionnel, que ce soit un congrès, un séminaire, une convention d'entreprise, bah, ça se programme pas à la dernière minute. Il faut plusieurs mois pour mettre en place les choses, pour organiser, pour inscrire les participants. Également, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui ont des restrictions maintenant assez fortes sur leur politique aussi liée à la communication et l'événementiel. Donc, le but, c'est d'avoir un objectif, donc une date de reprise, et bien sûr avec des clauses de revoyure, et également rassurer avec un protocole sanitaire les organisateurs d'événements qui reviendront sur notre territoire. Donc, quelle est la réalité aujourd'hui si on revient au sujet du jour qui est le numérique et le digital? On voit très bien, d'ailleurs nous-mêmes, hein, on est aujourd'hui connectés via la plateforme Zoom et on était tous très nombreux à participer à différentes réunions et à écouter des conférences et des débats via des plateformes numériques qui sont très opérationnelles. Aujourd'hui, c'est constat qu'on voit cette année, un grand nombre d'entreprises, de fédérations, d'associations, de sociétés savantes ont maintenu un événement, leur rendez-vous annuel avec leurs participants, que ce soit des salariés d'une entreprise ou des membres d'associations ou de sociétés savantes, pour communiquer auprès d'eux les dernières évolutions de leur secteur d'activité, pour créer du lien, pour du networking entre les différents participants. Donc, ce parcours expérientiel digital, c'est une réalité très concrète qui a déjà ces dernières années beaucoup évolué, mais il y a eu une accélération avec le premier et le deuxième confinement dans ce secteur-là, avec des solutions techniques qui ont été très performées par des entreprises brillantes, même françaises.
Et du coup, c'était une solution efficace pour justement maintenir le lien. Mais après, je reviendrai aux avantages et aux inconvénients. Ce qu'on appelle ces e-événements, ces événements digitaux, ont eu des taux de fréquentation records, parfois doublés, triplés. On peut citer par exemple le groupe Ecovadis qui a organisé son événement annuel sur les achats responsables, qui avait habituellement 700 personnes en présentiel. Ils avaient eu 2600 demandes d'inscription et au final, ils avaient 1600 visiteurs en ligne, en direct pendant leur congrès. De nombreuses fédérations dans tous les secteurs, dans le secteur médical, mais aussi dans le secteur de l'immobilier. La FNAIM a son congrès aussi qui est complètement digitalisé. L'AFVAC, la FEAP, donc toutes ces fédérations, associations aussi prévoient une édition digitale pour début d'année 2021, à 100% digitale. Pourquoi? Parce qu'il est interdit actuellement de réunir ses participants en présentiel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur des événements à 100% digitaux, il faut bien sûr un parcours client, un parcours participant différenciateur, avec un contenu très riche, construit en amont, pour ces différents publics, pour les partenaires, mais à la fois les participants, avec des vidéos, des podcasts audio, avec bien sûr des capacités techniques de connexion très fortes et performantes. Ce qu'on constate également aujourd'hui, c'est qu'il y a une très forte demande de plateaux virtuels, de studios, de studios sur des sites d'accueil, dans les centres des congrès, dans des entreprises aussi. Ce sont souvent des studios d'ailleurs éphémères. Hein, donc aujourd'hui, on a constaté en regardant un petit peu le marché, il y a très peu de centres des congrès ou de lieux événementiels qui veulent s'équiper à long terme de ces solutions-là, de ces studios-là. Pourquoi? Parce que bon, c'est très bien qu'à un moment donné, ces événements-là vont se dérouler aussi en présentiel, mais on aura une tendance au digital. On aura à la fois des événements présentiels avec une augmentation de la communauté qui va participer à ces événements en digital. Donc, ça va être le digital va être un générateur de croissance pour ces événements en termes d'audience et d'impact. Donc, c'est pour ça aussi, pourquoi les centres des congrès, les lieux événementiels aujourd'hui n'achètent pas ces studios et ces plateaux? Parce que d'abord, c'est un coût d'investissement qui est très important. C'est des équipements qui sont rapidement obsolètes qu'il faut renouveler. Et lorsqu'on a des entreprises importantes, même dans la région et au niveau national, qui peuvent installer pour quelques jours, pour une semaine, ces studios éphémères, c'est des solutions qui sont très efficaces et qui peuvent être installées d'une façon très rapide. Je vais vous citer quelques exemples tout à l'heure. Donc, il y a aussi des sociétés aujourd'hui, des agences événementielles qui proposent une reconstitution totale d'un palais des congrès en virtuel, avec des avatars, avec des participants qui se croisent dans des salles de réunion, avec des ateliers, avec un espace d'exposition pour les partenaires où ils peuvent exposer aussi leurs produits, tout ça en ligne. C'est énorme, vous avez pu voir aussi quelques exemples, d'ailleurs, dans la presse à ce sujet. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant, Romain? Voilà, alors quelques exemples des plateformes aujourd'hui qui sont proposées avec des sociétés, bon, j'ai fait un focus beaucoup sur les sociétés chez nous régionales. On a Novelty, OCOP, qui propose ces studios éphémères, ces plateaux, toute cette technique de streaming en live des événements. Et on a des agences événementielles qui se sont aussi, qui ont développé ce segment-là, ce service de digitaliser les congrès des sociétés savantes, des sociétés dans le secteur du médical, comme MCO Congrès qui a sa propre plateforme, comme Atout Sciences Organisation également, Medico d'Azur Events qui est une agence aussi réceptive, un prestataire d'activité qui propose son meeting campus avec des avatars pour des sociétés pour regrouper les collaborateurs sur un événement virtuel. Il y a aussi Vimit qui est très utilisé par beaucoup de pôles de compétitivité, par Atout France. D'ailleurs, nous-mêmes, on travaillera sur un partenariat sur ce type d'action. Donc oui, c'est une solution qui est utilisée actuellement parce que c'est une tendance forte et que c'est l'outil indispensable. Mais demain, on espère que l'utilisation du digital sera intelligente dans le sens
où elle sera utilisée aussi pendant des événements en présentiel sur nos territoires pour augmenter l'audience, pour garder la communauté connectée tout au long de l'année, donc faire vivre l'événement tout au long de l'année, donc ça c'est très important, et apporter un contenu riche pour des communautés qui demain auront peut-être des difficultés tout de suite à se déplacer. On parle du marché américain, du marché chinois, de ces marchés-là qui vont redémarrer plus tardivement que le marché européen de proximité. Alors, si je passe au slide suivant, je voulais aussi vous parler de voilà, la dernière enquête d'Atout France avec EY, Ernst Young, de l'automne 2020, disait que le digital ne remplacera pas le présentiel, car il y a un grand besoin de rencontres réelles, de networking qui est constaté. Par contre, il y a une étude sur ICA, l'étude sur l'Association internationale des congrès tournants, qui dit qu'il y a 34% d'associations internationales qui font du congrès, 34%, qui vont utiliser le digital absolument pendant leur événement présentiel. Donc, vous voyez, c'est une tendance forte actuelle, mais qui va perdurer demain. Bien sûr, ces rencontres-là en présentiel vont nécessiter aussi une refonte un petit peu et une évolution également de la part des acteurs. Il y a des évolutions. On va rendre les formats de présentiel beaucoup plus participatifs, qualitatifs, mieux organisés avec des parcours différents. Un parcours pour ceux qui sont connectés en digital et un parcours pour ceux qui sont en présentiel, tout en laissant ces communautés connectées ensemble. Il faut qu'elles vivent l'événement en même temps. Donc, ce que disait Anthony Fauré, le directeur marketing et d'innovation d'Unimeb, est très intéressant. Il disait qu'il y a 4 nouveaux défis sociétaux face à nous. La confiance, donc les mécanismes de transparence, les relations humaines, le présentiel, rien ne remplacera le présentiel. La connaissance, le contenu riche qu'on va devoir absolument travailler demain, et notamment on a la chance d'avoir aussi l'intelligence artificielle, la gestion de la data, toute cette data qui est récoltée en digital, il va falloir l'utiliser et créer des parcours vraiment adaptés à l'expérience souhaitée par les participants. Le souvenir, l'expérience, l'immersion, la sensorialité et la narration, donc faire perdurer l'événement tout au long de l'année en animant sa communauté, et la responsabilité, bien sûr, parce que demain on est sur des événements éco-responsables, absolument. On a une très forte prise de conscience des consommateurs aujourd'hui, des citoyens lambda, sur la responsabilité sociétale et environnementale, est très, très forte, sur l'éthique, sa production, sur la gestion des déchets, sur la consommation de produits locaux. Ça, c'est vraiment des tendances fortes actuelles, mais aussi qui vont perdurer demain. Alors ensuite, quelle est notre stratégie à nous, Provence-Côte d'Azur Events? Bien sûr, notre premier axe de notre réseau, c'est la promotion. Donc, faire rencontrer des décideurs d'événements professionnels avec nos partenaires, nos partenaires et nos prestataires de la région. Donc, on a prévu bien sûr un plan d'action. Je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas ni le lieu ni le moment. Des actions prévues plutôt sur le marché national au premier semestre, donc le marché français qui est très important, qui va démarrer en premier. Par contre, sur le marché international, on va d'abord privilégier le marché de proximité européen, donc à savoir la Belgique, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, sous différents formats, des workshops, des éductours, pour rencontrer des décideurs. Et ensuite, retravailler les marchés lointains, les gros rendez-vous mondiaux de l'événementiel qui sont les salons IMEX et IBTM, dès le redémarrage et la réouverture de tous ces marchés. Bien sûr, on va également nous-mêmes nous remettre en question et organiser des moments forts entre nos prestataires et des décideurs en format virtuel, en format digital. Avec ces plateformes, on va les utiliser pour créer du lien, pour networker et pour faire et organiser des rendez-vous B2B, parce que ces plateformes-là proposent ces solutions très efficaces. Et bien sûr, je terminerai par le projet, la Marketplace MICE, que nous lançons cette année, qui va être très opérationnel ces prochaines semaines. C'est un projet qui, on peut d'ailleurs aller sur le slide suivant, Romain. C'est un projet qui a été longuement travaillé pendant le premier confinement. D'ailleurs, je remercie les membres du conseil d'administration qui ont travaillé sur ce sujet avec nous dès le début de la crise. Et je remercie aussi toute l'équipe service tourisme et attractivité de la région Sud, nous avoir aidé à concrétiser
ce projet très innovant. Donc, c'est une plateforme marketplace qui est unique en France, qui a été montée en partenariat avec un opérateur national qui est InfoPro Digital à travers sa filiale Bedouk. Et donc, c'est une marketplace qui va pouvoir apporter une visibilité très forte des prestataires, ce sont des congrès, hôtels, du événementiel prestataire, en lien direct avec des décideurs, des organisateurs d'événements professionnels, français dans un premier temps, qui vont pouvoir déposer des demandes directement à nos adhérents. Donc, pourquoi s'associer à un opérateur national? Parce qu'ils ont une force de frappe énorme et un fichier de décideurs très important, et ils ont prouvé leur efficacité ces dernières années. Et nous, on va proposer un abonnement à nos adhérents, à nos professionnels de l'événementiel, à un tarif très réduit, 4 fois moins cher que le tarif public parce qu'il est soutenu par les fonds de la région, pour intégrer cette plateforme à la fois visible sur notre site internet et aussi visible avec des fiches spécifiques visibles sur le nouveau site Bedouk qui va sortir ces prochaines semaines aussi, à un tarif très compétitif, adossé bien sûr à une campagne de communication très importante déployée sur 2 ans. Et cette campagne de communication très forte qui va se faire sur la presse professionnelle, sur le digital, pour booster la fréquentation du site et de cette marketplace et rendre visible nos adhérents. Donc, c'est le digital aujourd'hui et le numérique à travers ce projet va pouvoir apporter une réponse très concrète, très business à nos professionnels de l'événementiel. Ça, c'est très important en réponse à la crise que l'on vit actuellement. J'ai quelques slides aussi juste pour vous illustrer comment ça se présente. Voilà, à la fois un moteur de recherche avec 2 accès, notre site internet et les pages dédiées de nos adhérents sur la plateforme Bedouk. Donc, l'organisateur est libre, il contacte le prestataire qu'il souhaite, il rentre en relation commerciale avec eux. Et donc, il y a des devis qui sont générés, des signatures de contrats. Donc, tout ça, bien sûr, grâce aux campagnes de communication, elles vont être boostées et on pourra avoir des statistiques très concrètes de fréquentation, du nombre de demandes faites, du nombre de concrétisations qui ont été générées. Donc, pour le mot de la fin, je voulais vous dire que nous sommes très optimistes sur les mutations qui vont, les mutations à venir du secteur de l'événementiel. Ça nous permettra à tous d'être plus innovants, plus connectés à travers de nouveaux outils, avoir un mode de consommation un peu différent. Et on espère une sortie de crise déjà à la fin du printemps, avec un redémarrage sur le marché français dans un premier temps. Et on est partenaire d'une campagne, la déclinaison de la campagne régionale On a tous besoin du Sud sur le segment maïs, qui est porté par le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur en partenariat aussi avec le CRT Côte d'Azur et avec le soutien de la région Sud. Et cette campagne de communication inédite, elle sera lancée au printemps dès les premiers signaux de reprise. Donc, à la fois à travers la communication, la réponse business de cette plateforme et des actions de promotion que nous allons mener, on espère que rendre visible et rendre visibles nos adhérents, les professionnels d'événementiel, et convaincre les décideurs demain de choisir notre région. Merci Malika. Je vous en prie. Je donne la parole juste à Jean-Bernard qui a une remarque et derrière, je rebondirai sur la question d'Audrey. Tu as coupé ton micro, Jean-Bernard. Je venais de voir que mon micro n'était pas allumé en effet. Donc oui, Malika, on est assez d'accord avec ce que tu as dit sur le remplacement du présentiel par le distanciel. Au niveau Télécom Vallée, on a quasiment fait pendant plus d'1 an presque tout en distanciel, nos assemblées générales, nos réunions, etc. Mais dès qu'on a pu faire de l'hybride, et dès qu'il y a eu un créneau où c'était possible, on s'est précipité dans l'hybride, parce qu'en effet, rien n'est meilleur que de se voir, mais qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Et en effet, on a eu l'occasion, parce qu'on a fait du distanciel, d'avoir des intervenants dans nos réunions de tourisme, du Canada, des États-Unis, d'Italie, etc. Donc, c'est vrai que ça a élargi, on a eu moins de présence, donc c'est moins sympa, mais on a pu élargir énormément. Élargir la communauté, exactement.
Et d'ailleurs, c'est ce que disent ces organisateurs. Il y a des intervenants de très grande qualité, des décideurs aussi de très grande qualité qu'on captera plus facilement grâce à la digitalisation d'une partie d'un événement ou d'un congrès. C'est vrai que c'est un objectif qui est très important. Et je dirais aussi que, je voulais juste ajouter que nous, en octobre, en octobre, on a pu, dès que c'était possible, s'il était permis de reprendre des événements professionnels d'envergure, mais avec des jauges limitées, et aucun cluster n'a été détecté dans les événements professionnels qui ont eu lieu en présentiel. Je parle d'Event Meetings Cannes, qui fut un succès sur Cannes avec le 1er et le 2 septembre, il n'y a pas eu de cluster. Il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu des événements aussi sur le tourisme et le numérique où il n'y a pas eu non plus de cluster. Donc, j'ai envie de dire, si on a un protocole sanitaire aujourd'hui qui est mis en place et respecté, on peut demain très rapidement monter des événements et accueillir des participants. Mais on aura à la fois cette communauté qui sera connectée via les outils digitaux, qui est essentielle. Je suis convaincue qu'elle est essentielle. On apprend à travailler en hybride de 0 à 100%. Voilà, c'est un peu. C'est comme ça qu'on a eu l'occasion d'avoir le secrétaire d'État en charge du tourisme avec nous dans la dernière journée de tourisme, parce que c'était à distance et que donc on a réussi à le faire intervenir. Sinon, ça aurait été difficile. Et donc, je rebondis sur la question d'Audrey Bianchi, qui disait en fait, donc la fréquentation, c'est évalué qu'elle a doublé, voire triplé. Et donc, la première question, c'était au niveau des coûts, en fait, qu'est-ce qui a changé pour l'organisation d'un tel salon, présentiel ou en distanciel. Et après, est-ce qu'on a des retours, en fait, sur le business qui a été réalisé après ces salons en visioconférence, en fait? Est-ce que le chiffre d'affaires est similaire? Est-ce que c'est moindre? Et moi, je rajoute juste une question dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent de faire ces visioconférences, de les faire de façon intéressante à distance? Est-ce qu'il y a des plateformes qui existent derrière pour pouvoir garder le contact et mettre en relation les intervenants et les participants? Chose qui serait faite de façon innée, en fait, si on était en présentiel. Est-ce qu'il y a des outils qui existent déjà aujourd'hui qui permettent de mettre en relation les participants pour continuer à faire du business, même après l'événement? Alors, je réponds à la première question par rapport aux coûts. Les coûts techniques, ils sont importants, mais c'est vrai que sur ce type d'événement, on a des coûts. Par exemple, un organisateur qui organise son congrès habituellement en présentiel, il n'a plus les coûts du transport d'intervenants, il n'a plus les coûts de restauration et de location du lieu. Mais il aura en contrepartie des coûts techniques de mise en place de la plateforme, de mise à disposition de l'équipe qui va être derrière cette plateforme pour aider les participants à se connecter s'ils ont des difficultés. Donc, il y a toute une logistique qui est derrière et une équipe qui sera aussi dédiée au contenu qui doit être performant et très riche sur ces plateformes-là. Alors, j'ai peu de retours, je vous avoue, sur les retombées très concrètes financières, mais j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps du responsable de Laval Virtual. Vous savez, Laval Virtual qui a eu lieu à 100% digital, avec 6600 avatars créés sur la plateforme et 1250 personnes connectées en simultané. Il disait qu'ils ont, entre parenthèses, limité la casse en rendant cet événement à 100% virtuel. Mais s'ils n'auraient pas fait, ils auraient perdu des dizaines de milliers d'euros également. Donc, ça a permis à la communauté de rester connectée, de suivre les dernières évolutions technologiques, parce que c'est le but de Laval Virtual. Mais ils étaient quand même en baisse par rapport au nombre de participants, parce qu'en général, sur cet événement, ils ont 9500 visiteurs et 10 000 personnes en plus du grand public. Donc, en termes d'audience, eux, ils ont perdu. Mais en termes de chiffres sur ce premier événement virtuel, ils étaient plutôt contents du nombre de visiteurs connectés par jour et le nombre de participants en totalité. Après, pour garder la communauté, oui, il y a des outils aujourd'hui, des applications, des plateformes
qu'on peut garder active pendant un certain temps, plusieurs mois, pour garder la communauté connectée les uns aux autres. Et du coup, c'est des solutions qui existent. Et d'ailleurs, c'était aussi le but de beaucoup de congrès de sociétés savantes sur le médical, de garder les professeurs et les professeurs en contact et les équipes en contact régulier pour échanger sur leurs thématiques de recherche, d'études et leurs avancées. Je pense que j'ai oublié une question. Oui, une sous-question. Non, je pense Non que c'était bon. Non, merci, c'était parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, j'en vois pas. Je ne sais pas si parmi nos intervenantes, il y a des questions. On va avancer, c'est déjà tard. Je vais donner la parole maintenant à Patricia Brégère, donc de l'Office de tourisme de Villeneuve-Loubet. Merci Malika. Merci beaucoup. C'était. Je vous en prie. Merci à vous. Ouais, tout était très intéressant. Donc voilà, moi j'avais un petit retour à faire sur comment on travaille un office de tourisme quand il n'y a pas de touristes. Et en fait, on a travaillé 3 fois plus, quoi. Et toute l'équipe de l'office de tourisme, dès le premier jour du confinement, était forcément en télétravail, donc le numérique. Et dès la première semaine, on a organisé des réunions avec nos sociopros, que ce soit par secteur, camping, restaurant, activité. Et au fur et à mesure, on a vraiment construit un plan de communication, un plan de choses dont ils avaient besoin pour pouvoir sortir de la crise. Alors, c'est vrai que la première sortie de crise était facile, enfin facile entre guillemets, après l'effet de sidération où tout le monde s'est demandé ce qui se passait, où on allait, avec beaucoup d'annulations dans tous les établissements. Mettre en place des outils qui permettaient pour eux d'avoir un avenir sur la saison touristique a été d'un support très performant. Et d'ailleurs, eux nous ont demandé, ils nous ont sollicité à chaque fois, toutes les semaines, bon, c'est quand qu'on se voit, c'est quand la prochaine réunion, partager des bonnes pratiques, des bons plans. Par exemple, la CCI qui a mis en place donc ce guichet unique, la possibilité d'équiper les commerces avec le matériel sanitaire de base. Voilà, donc l'Office de tourisme s'est chargé de collecter toutes les informations, les aides, quelles qu'elles soient, et on continue. Aujourd'hui, l'aide qui ont été évoquées entre Audrey, Laurent et tout ça, ce sont des choses qu'on relaye. Et alors pour l'instant, on a fait un peu, je vais dire du bricolage, mais on sent bien qu'on a besoin de cette plateforme territoriale qui rejoint un petit peu ce que vient de dire Malika. Quand il y a un congrès, là, il y a besoin de mettre des plateformes communes d'échange, de partage de l'information, de faire avancer les sujets. Et donc, voilà, nous, on est en train de travailler. Et puis, la réponse que m'a apportée comme ça en direct Laurent, où il serait très attentif de faire un vrai projet avec Télécom Valley là-dessus, je pense que c'est un vrai sujet de travail aujourd'hui. Il en va de soi que, alors donc nous, ce qu'on a fait concrètement, c'est au premier confinement et dès la parole du président de la République le 29 mai, et avec l'ouverture des prestataires, et nous, ça a été surtout les campings, puisqu'on est un peu atypique par rapport à la Côte d'Azur et la clientèle Côte d'Azur. Je peux vous partager un petit PowerPoint, juste quelques pages. C'était ce qu'on a… Est-ce que vous le voyez? Parce que moi, je ne le vois pas. On voit. Oui, on le voit. Vous le voyez? Oui. Vous le voyez? Ah, Oui. super. La campagne Facebook des campings. Oui. Donc, en fait, donc, le président de la République avait parlé le 28 mai. Donc, nous, on a lancé notre campagne Facebook pour les campings. Alors, est-ce qu'il va avancer? Oui. On l'a mis en 3 parties. Une première campagne qui était d'animation, d'information. On avait ciblé les régions françaises qui ont besoin
qui ont l'habitude d'être les clients de nos campings. Donc, les Hauts-de-France, la Picardie. On avait ciblé aussi les endroits où il y avait beaucoup de ventes de sociétés de vente de camping-cars, Rhône-Alpes et puis le nord de PACA. Et une deuxième campagne, dès que ça a été réouvert, qui a permis donc de générer des clics avec des offres particulières. Sincèrement, ce qui a été le plus opportun dans cette période-là, c'était les coûts. En fait, avec un minimum de budget, Facebook, on passait une campagne Facebook et Instagram, était très très peu cher, quoi, hein, puisque l'année précédente, on avait fait un autre type de campagne qui nous avait coûté 1 200 € et beaucoup plus courte. Et là, en période de confinement et avec le développement tellement fulgurant sur tous les outils digitaux, Facebook était très très peu cher. Donc, avec 358 € au total, on a fait pendant 3 mois de campagne, qui a généré également quelques clics et des réservations derrière. Donc, on a fait vraiment quelque chose de concret qui a permis vraiment de changer le sentiment des prestataires qui étaient là pour annuler les réservations et faire les remboursements des arts et des acomptes, ou de reporter les arts et les acomptes, et de leur faire engranger de la réservation. Et sincèrement, pour le moral des troupes, c'était très important. Voilà, donc ce qui a été ciblé. Et en fait, on avait vu un engagement très présent avec tout ce qui était PACA, plus que les diffusions de campagne de façon générale. Alors, je vais reprendre ma main parce que je suis arrivée au bout. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui. Il a arrêté le partage. Donc, en fait, c'était pour montrer surtout qu'aujourd'hui, les prestataires, enfin les socioprofessionnels, que ce soit hôteliers, camping, restaurateurs, on est toujours présents et sur le pont. Là, on fait les informations sur les restaurants qui sont ouverts et qui mettent du click and collect ou de la vente à emporter. Tous les autres commerces également, leur période d'ouverture. On se sert bien sûr d'Apidae pour pouvoir mettre à jour, et puis on sait que c'est diffusé sur tous nos supports, les bornes, sites internet, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on voudrait formaliser le besoin de ces professionnels pour donner de la visibilité. Et aujourd'hui, quand on voit un petit peu toutes les campagnes qu'il y a à la télé, ou campagnes ou émissions, on voit qu'on valorise beaucoup ce qu'on sait faire dans nos régions, nos savoir-faire, que ce soit, ça pourrait être les maîtres verriers, les potiers, choses comme ça. On a le droit de faire des marchés. Donc, maintenant, on fait le marché de la truffe. On ne fait plus le marché, la fête de la truffe. On va faire le marché de la nature. Voilà. Et je pense que dans nos métiers, office de tourisme, on est obligé d'aider au mieux et d'être très réactif et même proactif, essayer d'anticiper pour quand même générer de la réservation. Aujourd'hui, on a continué à faire des campagnes un petit peu différentes, mais ça commence à engranger des réservations pour cet été. Donc, on est vraiment ravis. Voilà. Et quand on voit des émissions comme hier soir sur l'Alsace, Racine et des ailes, ou toutes ces émissions qui mettent en valeur les savoir-faire, je pense qu'on a montré au public français que la Côte d'Azur a aussi beaucoup de choses à montrer et à développer. Merci Patricia. C'est parti, Jean-Bernard, une question? Oui, j'ai une petite remarque par rapport à ce qui a été dit par certains d'entre vous. Nous avons deux adhérents de Télécom Vallée qui utilisent, comme le suggère la région, qui utilise Apidae, et l'Office du tourisme de Villeneuve-Loubet met de la donnée dans Apidae qui est récupérée par nos adhérents numériques
qui mettent à disposition de nouveau de Genève-Loubet pour augmenter leur participation, les informations à leurs touristes. Donc là, on a un bon exemple de collaboration entre les entreprises du numérique et les professionnels du tourisme via l'Office du tourisme de Genève-Loubet. Voilà, c'était un témoignage positif sur le sujet. J'avais une question sur la campagne Facebook que vous avez présentée. Ça se passe comment? En fait, c'est vis-à-vis des professionnels, en fait, vous leur donnez des accès pour qu'ils puissent faire leur campagne, ou c'est vous qui portez la campagne et vous sélectionnez des hôtels, enfin des restaurants, des campings, des hôtels? Alors, en fait, on a la chance d'être accompagné par des experts. Sur Villeneuve-Loubet, il y a Amadeus. Et c'est un travail qu'on avait initié en 2019 avec Amadeus. Et les équipes nous ont accompagnés pour continuer ce projet. D'accord. Nous, on n'est pas experts, hein. Mais le résultat, c'est eux qui ont été en capacité de pouvoir nous guider, mettre en place les pixels Facebook qui vont bien sur les sites respectifs et tout ce qui était nécessaire à faire. Moi, nous, on ne fait que relayer et fédérer nos prestataires qui sont adhérents. Et en l'occurrence, là, on est quand même associatif. Au jour d'aujourd'hui, on se demande qui va pouvoir encore adhérer et payer une cotisation à l'office de tourisme, quoi, hein. Quels sont les hôtels, voilà, les offices sont quand même en grande difficulté pour la plupart parce que les moyens financiers, ils ne sont pas là, quoi. Pour information, Amadeus qui est aussi bien sûr adhérent à Télécom Vallée. Merci Patricia. Pour conclure, je vais laisser la parole à Nathalie Zafra pour le SCOL. Merci. Bonjour à tous, hein, très bonne année à tous ceux à qui je n'ai pas encore eu l'occasion de le fêter. Donc, moi, je représente donc l'association SCOL International, en tout cas pour le Côte d'Azur. On est une association en fait qui a pour but d'aider tous les acteurs du tourisme et du voyage à avoir des mises en relation et à faire des affaires entre amis. Ta caméra n'est pas allumée, Nathalie. Pardon? Ta caméra n'est pas allumée. Oui, alors je vais partager l'écran. Ça sera plus simple. Diaporama. Partager. Voilà, tout le monde voit mon écran? Il arrive. Ça devrait être bon. Oui. Super. Donc, en tant que SCOL, on prévoit énormément d'avantages en fait pour l'ensemble des membres. Et comme on n'a pas la possibilité en ce moment, de par la situation sanitaire, de se regrouper comme on a l'habitude de faire tous les mois sur chez certains membres en fait, hein, de la Côte d'Azur, on a l'habitude en fait tous les mois de se regrouper soit dans les restaurants, soit dans les établissements hôteliers et autres, pour faire des rencontres où habituellement il y a plus de 80 participants dans les événements où on présente un petit peu les avantages, on fait du mise en relation au travers de l'ensemble des membres et des futurs membres pour justement essayer de se faire travailler les uns les autres et de faire parler de notre destination. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que le SCOL Côte d'Azur, c'est aussi le SCOL Europe et le SCOL international au niveau mondial. Donc, quand on adhère au SCOL Côte d'Azur, on adhère en fait automatiquement à toutes les autres plateformes qui nous laissent la possibilité en fait de pouvoir parler de notre établissement, de notre société à travers le monde. Donc, il y a des outils numériques qui sont mis en place, qui sont utilisés et qui aujourd'hui, pour l'instant, ne sont pas encore très connus dans notre comité. Donc, c'est pour ça que je voudrais un petit peu mettre en avant ces informations. Ah, pardon. Voilà, donc on va commencer par rapport aux avantages liés au SCOL Côte d'Azur. Donc le but du SCOL Côte d'Azur, c'est de fédérer un petit peu notre région qui
qui comporte en fait énormément d'acteurs du tourisme et du voyage, hein, comme on le sait tous, on en fait tous partie. Et notre but, effectivement, c'est de relancer nos activités, de relancer notre business. Donc, nous, dans le cadre du SCOL Côte d'Azur, on organise régulièrement des rencontres. Donc là, aujourd'hui, pour l'instant, on le fait uniquement sous forme de webinaire. On essaye toujours de maintenir un webinaire mensuel, justement, pour présenter l'association, pour mettre un petit peu en avant les activités, les actions. On met aussi sur l'ensemble de nos réseaux sociaux les offres spéciales, les actualités de nos membres. Donc ça, il est important en fait que tout le monde le sache pour justement utiliser nos plateformes pour diffuser tout ce qui est euh, tout ce qui est offre, tout ce qui est nouveauté, etc. Donc ça, c'est par le biais donc, du SCOL Côte d'Azur. Donc on fait les actualités sur les réseaux sociaux, sur la newsletter mensuelle qu'on envoie, il y a également l'ensemble des informations de mise en avant de nos membres et on met aussi en avant nos membres et leurs sociétés sur notre site internet. Ensuite, on passe au niveau SCOL Europe. SCOL Europe, on crée une plateforme B2B qui permet justement d'avoir au niveau européen, d'avoir une mise en avant de la société sur cette plateforme-là. C'est-à-dire qu'on va permettre à l'ensemble des collègues au niveau Europe de pouvoir bénéficier d'avantages qui sont intéressants tant au niveau discount, au niveau offre spéciale, et ça permet aussi à ceux qui ne sont pas, par exemple, du SCOL et qui ne connaissent pas, de voir un petit peu les établissements qui sont concernés et grâce à cette mise en avant sur le SCOL, que notre société soit justement connue et reconnue à travers ces réseaux-là. Donc ça, il y a des liens pour tous les collègues qui existent et on les invite en fait, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui sont présents aujourd'hui, on les invite en fait à cliquer sur les liens qu'on leur transmettra justement pour faire apparaître leur société. Enfin, au niveau SCOL international, donc là, c'est pareil, hein, le but, c'est vraiment de connecter l'ensemble des professionnels du secteur du voyage et du tourisme en un seul et même point. Donc il y a des profils qui sont créés aussi, des profils professionnels et personnels de mise en relation sur ce réseau-là, ce qui permet aussi de bénéficier d'opportunités commerciales, de pouvoir sélectionner dans n'importe quel pays un collègue chez qui on peut aller séjourner, vraiment d'être mis en avant sur ce réseau mondial qui est vraiment très dynamique et qui propose des solutions pérennes et de se connaître les uns les autres justement pour redynamiser pardon, ces secteurs-là et rebooster le business de chacun. On travaille vraiment tous en collaboration dans ce sens pour remettre en avant tous nos réseaux. Donc le SCOL Côte d'Azur, en quelques chiffres, donc on est monté jusqu'à 126 adhérents en 2020. On est en train on essaye de voir si on peut atteindre ce chiffre-là pour cette nouvelle année. Comme disait le précédent intervenant, il y a on ne sait pas si tout le monde va pouvoir réadhérer parce que la conjoncture actuelle fait que malheureusement les budgets ne sont plus présents. Donc énormément de personnes sont en train de voir justement pour s'il y a la possibilité hein, en fait de redémarrer un petit peu le business. Nous, c'est dans ce sens-là qu'on travaille aujourd'hui. On fait tout justement pour aider nos membres à redémarrer et à trouver des solutions justement pour les aider. Alors, si vous voulez, après, je pourrais vous partager le PowerPoint, il n'y a pas de souci. L'Europe est le club le plus gros en fait du monde, qui compte plus de 3770 membres. Donc tout ça, ça évolue hein, très régulièrement. Chaque année, les chiffres sont différents, mais voilà, l'Europe est assez présent en fait hein, dans le monde. Et enfin, le SCOL international.
qui permet en fait de regrouper un grand nombre d'acteurs liés au tourisme et au voyage. Donc voilà, vous avez quelques chiffres devant vous. Donc là, ce qui est important en fait de savoir, c'est que le SCOL Côte d'Azur accompagne vraiment de bout en bout l'ensemble des membres pour réactiver le business, pour faire de la communication. On est très actif aussi sur les réseaux sociaux. C'est important pour nous d'être dynamique dans ce sens et de pouvoir engendrer des collaborations au sein du club. Merci. Si vous avez des questions, je suis disponible. Alors, Romain n'a plus son micro. Je disais merci et je donne une question suite à cette dernière intervention. Non. Il n'y a pas de question. Merci Romain pour cette animation. On voit, vu le nombre de personnes, de partenaires qui étaient là, qu'on remercie bien sûr, mais surtout la durée, on a pris 2 heures complètes. Donc c'est bien la preuve qu'il y avait ce besoin. Enfin, c'est toujours intéressant d'échanger. Et d'ailleurs, on va bientôt rééchanger en termes d'organisation parce que la journée de tourisme que l'on va faire pour le 13 avril, sur tout ce qui est tourisme, commerce et digital, c'est avec vous, bien sûr, qu'on va la faire également en mettant à la fin en place les gens professionnels du tourisme, les associations et les gens du numérique. Donc, on voit bien que la chose est là. Ceci va être, ça va être redistribué, redonné sur YouTube, comme vous l'avez dit. Et donc, on vous enverra le lien pour que vous-même puissiez, parce qu'on parle beaucoup de numérique, dire à vos adhérents qu'on peut retrouver ce webinaire sur YouTube. Parce que c'est bien de discuter entre nous de la manière dont on peut optimiser, mais c'est bien aussi que nos adhérents et autres sachent ce que l'on a dit. Donc, il faut qu'on puisse retransmettre l'information. Oui, merci Jean-Bernard. Et pour conclure en fait ces 2 heures, cette première réunion, donc comme je vous l'ai expliqué quand on a échangé par téléphone ou par email, l'idée c'est vraiment de vous faire tout intervenir au nom de l'institution que vous représentez ou de l'association que vous représentez pour co-construire en fait le programme de la communauté sur l'année qui vient pour les prochaines réunions. Et donc, dans ce sens, on a conçu une enquête pour collecter les attentes des professionnels du tourisme vis-à-vis du numérique, ce qu'ils attendaient du numérique. Je remercie déjà toutes celles qui ont répondu, qui ont pris le temps de répondre à l'enquête et donc de donner leur point de vue. Ça nous a permis en fait de valider le format de l'enquête. Et donc, prochainement, on va l'ouvrir à l'ensemble des professionnels du tourisme. Donc, prochainement, je pense on vous partagera à nouveau le lien. Ce serait intéressant que vous puissiez aussi le partager à vos adhérents pour avoir une audience assez large et pas mal de réponses. Et l'idée, c'est de faire un premier bilan courant premier trimestre et puis voir derrière, en fonction des problématiques qui sont soulevées, quel intervenant on peut solliciter dans les prochaines réunions pour répondre à ces problématiques et apporter des solutions. Donc, voilà. Donc, on vous tient informé des prochaines réunions. On a parlé du Travel Camp Sub en février. La journée M-Tourisme qui va arriver en avril. Donc, on vous tient informé de tout ça. N'hésitez pas à aller vous abonner en fait à notre page LinkedIn, nouvellement créée sur LinkedIn. Pour la communauté M-Tourisme, on va essayer de l'animer un maximum avec Jean-Bernard et Sandra. Et puis voilà, pour conclure, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis à bientôt parmi nous dans la communauté.